That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, on part combien d'années en arrière? On ne va pas très très loin en arrière. On va 56 ans en arrière, le 2 juillet 1964. C'est le jour où le président Lyndon Johnson avait signé le Civil Rights Act. C'est la loi sur les droits civiques américains. Alors, c'est assez intéressant parce que normalement, ce Civil Rights Act rendait en fait illégale toute forme de discrimination basée sur la race, sur le sexe, sur la religion ou sur l'origine de la personne. Et il faut comprendre que cette loi-là avait été adoptée pour mettre un terme à un ensemble de lois qui étaient pratiquées dans les États du Sud, qui étaient réunies sous le vocable des lois Jim Crow. Alors Jim Crow était un homme politique ségrégationniste originaire du sud des États-Unis et qui avait proposé un certain nombre de lois qui vont être amendées soit par les États, soit par certaines villes du sud, dans lesquelles il prônait une évolution séparée. J'en avais parlé ici, c'est-à-dire que les Noirs restent avec les Noirs et les Blancs. Donc on est américains, on partage le même espace, mais on n'est pas ensemble. Donc c'est ça le principe de la ségrégation. Mais cette ségrégation-là est extrêmement dangereuse puisque la ségrégation entraîne des discriminations. Donc, les Noirs qui constituent une minorité en termes de population aux États-Unis, du fait de ces lois Jim Crow-là, avaient vu certains de leurs droits constitutionnels violés depuis des décennies. Il ne faut pas oublier qu'en 1865, les États-Unis adoptent le 13e amendement qui mettait un terme à l'abolition, à la traite des esclaves, qui mettait un terme à l'esclavage, et à la traite également négrière. En 1867, il y a le 14e amendement qui accordait la citoyenneté américaine à toutes les personnes qui étaient nées sur le territoire américain. Et en 1870, il y avait le 15e amendement qui accordait le droit de vote à l'ensemble des citoyens américains parce qu'on part du principe que tous les citoyens étaient égaux. Et donc, le droit de vote devenait un droit qui était garanti par la Constitution. Mais malgré ces trois amendements constitutionnels, les lois Jim Crow freinaient dans la pratique, permettaient aux États de freiner justement l'accès aux minorités et aux Noirs en particulier à leurs droits constitutionnels. Donc, ils étaient discriminés du fait de la ségrégation et surtout, ils n'avaient pour la plupart pas accès au droit de vote, ils n'avaient pas le droit de participer au vote. Et c'est donc à la suite de nombreuses décennies, d'une longue décennie de lutte pour leurs droits constitutionnels, qui aura vu la FERU, qui était dirigée par le pasteur Martin Luther King. C'est à l'issue de cette bataille menée de haute lutte qui va aboutir à l'adoption de la loi, c'est le Civil Rights Act. Et ce Civil Rights Act là va permettre dans un premier temps d'abord de rendre illégale toute forme de discrimination et ensuite il va servir de base à la politique qu'on va appeler l'affirmative action ou la discrimination positive qui permettait aux minorités, donc aux Noirs et aux femmes d'accéder soit à certains emplois, soit à avoir accès à une éducation semblable à celle des hommes pour les femmes ou à celle des autres races pour ce qui concerne les Noirs. Et donc c'est cette discrimination positive-là qui était là pour essayer de mettre fin à une inégalité dont évidemment les Noirs et les femmes étaient particulièrement victimes. Et c'est là où c'est intéressant parce que en 1964, lorsque le président Johnson, qui est un président démocrate, il ne faut pas l'oublier, il a succédé après l'assassinat de son prédécesseur, le président John Fitzgerald Kennedy, le 22 novembre 1963. Il ne faut pas oublier qu'en 1961, lorsque Kennedy arrive au pouvoir, il avait fait justement d'une promesse de campagne le fait de mettre un terme aux lois ségrégationnistes qui étaient en vigueur au Sud. Malheureusement, pendant les 3 ans et demi de présence à la Maison-Blanche, il n'aura pas eu la possibilité de mettre en œuvre ce projet-là pour la simple et bonne raison qu'il n'avait pas la majorité aussi bien à la Chambre des représentants qu'au Sénat. Mais son assassinat le 22 novembre 1963 va créer une espèce de sursaut puisqu'en 1964, il va y avoir des élections aux États-Unis et donc les démocrates vont remporter la majorité et au Sénat et à la Chambre des représentants. Ainsi bien que le président Johnson, lui, va avoir donc
les coudées franches pour pouvoir faire passer sa loi concernant justement la fin de la ségrégation ou la fin des discriminations basées sur le sexe, la race, la religion et autres. Et donc, il va donc faire voter cette loi qui va être adoptée et donc il va la promulguer le 2 juillet 1964. Il faut savoir que durant les débats aussi, notamment au niveau du Sénat concernant le contenu de la loi, les sénateurs républicains, sachant qu'ils ne pourraient pas empêcher le vote de la loi, vont tout faire pour essayer de la ralentir. Et donc, quelques heures avant le vote, ils vont introduire une nouvelle notion. Il faut savoir que dans le texte de départ, il n'y avait pas la notion de sexe. D'accord ? Le Civil Rights Act rendait illégale toute forme de discrimination basée sur la race, la religion ou l'origine ethnique. Et donc, un sénateur républicain qui s'appelait Howard Smith, lui, qui était un ségrégationniste pur et dur, lui, va décider de demander, d'introduire la notion de sexe dans cette loi-là. Alors, qu'est-ce qu'il visait ? Alors là, maintenant, évidemment, les historiens ne sont pas d'accord. Pour certains, ils estiment que Howard Smith, qu'est-ce qu'il a fait en demandant d'ajouter la notion de sexe dans cette loi ? Il voulait étendre la loi au-delà de la notion en termes de protection pour laquelle elle était prévue initialement. Donc, c'est-à-dire que le Civil Rights Act était d'abord destiné à protéger les Noirs de toute forme de discrimination. En ajoutant le mot sexe, il l'élargissait en y introduisant la notion dans cette protection face aux discriminations, les femmes. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, aux États-Unis, de nombreux États, notamment les États du Sud, n'accordaient pas le droit de vote aux femmes. Les femmes n'avaient pas accès aux mêmes emplois ni à l'éducation que les hommes. Et donc, il visait donc à élargir cette protection, mais dans le double objectif de rallier aussi bien une partie de la majorité démocrate contre cette loi-là, ce qu'on appelle une poison pill. C'est-à-dire qu'on prend une loi, on y ajoute un amendement, de telle sorte qu'on la sorte de son contexte originel et en lui donnant une nouvelle substance, ça va rallier contre cette loi-là un maximum de personnes. Malheureusement pour Howard Smith, cet objectif ne va pas être atteint puisque la plupart des élus femmes, justement républicaines, en voyant que la notion de sexe avait été ajoutée et donc cette notion-là leur accordait les mêmes protections que pour les Noirs, elles vont justement voter massivement pour cette loi-là. Et donc ceux qui sont les historiens qui tiennent d'une autre version estiment que Howard Smith travaillait avec des mouvements de défense des droits des femmes. Et donc, il avait demandé d'ajouter la notion de sexe uniquement justement pour permettre à ces femmes-là d'avoir les mêmes protections que les Noirs parce qu'il considérait que en l'état, la mouture telle qu'elle était présentée à l'origine n'accordait la protection qu'aux Noirs et en particulier donc aux femmes noires, mettant de côté les femmes blanches qui elles aussi étaient victimes de discrimination, notamment à l'emploi et par rapport au droit de vote. Donc, c'est à partir de là que cette loi-là va être ajoutée, mais justement, il va y avoir un autre problème plusieurs décennies plus tard, puisqu'il faut savoir qu'actuellement, il y a un débat houleux aux États-Unis qui concerne notamment les minorités qu'on appelle les LBGT, donc lesbiennes, bi, gays et trans. Il faut savoir que le 23 mars dernier, il y a un État, notamment la Caroline du Nord, qui a voté une loi qui demandait expressément aux gens, aux personnes d'utiliser les toilettes qui correspondaient à leur sexe de naissance. C'est-à-dire que si vous êtes né homme, vous vous rendez dans un lieu public, vous ne pouvez utiliser que des toilettes destinées aux hommes. Ça marche, mais pas pour les transsexuels. Il faut savoir qu'un transsexuel, c'est une personne qui a changé de sexe. C'est-à-dire qu'elle est née, elle avait un sexe et elle a décidé de changer et puis elle prend un autre sexe, en l'occurrence le sexe opposé. Donc pour ces personnes-là, il ne leur était plus possible de se rendre dans les toilettes puisque si elles étaient nées femmes et qu'elles avaient décidé de changer de genre et de devenir hommes, elles ne pouvaient pas utiliser des toilettes d'hommes puisqu'elles étaient nées femmes. Et vice-versa pour celles qui étaient nées hommes et les personnes nées hommes et qui décidaient de devenir femmes. Et donc ça va demander un débat houleux. Et justement, ces associations-là vont saisir la Cour suprême de la Caroline du Nord et la Caroline du Nord et les défenseurs des droits des LBGT vont justement se servir du titre 7 de la déclaration de la loi du Civil Rights Act qui justement accordait
justifiait comme rendait illégal, toute forme de discrimination portée sur le sexe. Donc, pour eux, le fait que la personne ait changé de sexe constitue une discrimination, puisqu'on lui refusait le nouveau genre que cette personne avait adopté. Donc, c'était une forme de discrimination basée sur le sexe. Et donc, la Cour suprême de Caroline du Nord va donc suivre le réquisitoire des défenseurs de la cause LBGT et donc va faire abroger cette loi-là. Il faut savoir que dans la plupart des États aux États-Unis, il y a à peu près une vingtaine de lois qui sont assez semblables et pour lesquelles, pas seulement sur le sexe, non seulement, comme je l'ai dit, sur la race, sur l'origine ethnique et sur d'autres éléments. Donc, le Civil Rights Act est parti du postulat qu'il s'agissait de protéger les Noirs qui constituaient une minorité en 1964 et donc en y ajoutant la notion de sexe, on a élargi le spectre des personnes qui pouvaient bénéficier de la protection, donc en l'occurrence les femmes. Et là, le 23 mars dernier, avec cette loi qui avait été votée en Caroline du Nord, on voit que dans le même vocable, on peut y introduire les autres formes de discrimination, en l'occurrence les transsexuels ici. Donc c'est pour dire que cette loi-là, qui a 56 ans aujourd'hui, est aujourd'hui utilisée, est devenue l'arme juridique dont se servent la plupart des minorités aux États-Unis pour faire jouir ou pour faire valoir leurs droits constitutionnels lorsqu'elles estiment que certaines mesures discriminantes ont été prises par le législateur à leur encontre. Donc c'est pour dire que le combat qui avait été mené par les Noirs, principalement dans les années 60, pour demander que leurs droits constitutionnels soient respectés et qu'ils aient accès justement à la plénitude, à la jouissance pleine de leurs droits, comme c'était pour le cas des Blancs, aujourd'hui, ce Civil Rights Act-là protège non plus seulement les Noirs, cette minorité raciale, mais l'ensemble des minorités qui existent maintenant sur le territoire américain. Donc, le Civil Rights Act, ce n'est pas la loi qui protège les Noirs aujourd'hui, c'est la loi qui protège toutes les minorités aux États-Unis. D'accord. Jean-Paul qui est avec nous ce matin, on revenait sur la question des droits civils aux États-Unis. Rappelez que la date d'indépendance des États-Unis, c'est dans 2 jours. Oui, c'est dans 2 jours, le 4 juillet. D'accord. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Petit tour en publicité, on se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.